Donc, Vas-y. bienvenue à cette session. Donc, on va essayer de vous montrer comment passer du SQL au NoSQL. On va vous détailler un petit peu les étapes. Pour ma part, je suis Tugdual Graal ou Tug. Tugdual, c'est breton. Et je suis Technical Advocate chez Couchbase, qui est une base NoSQL orientée documents et un projet open source qui est disponible sous licence Apache. Et moi, je suis David Pilato, Technical Advocate aussi chez Elasticsearch. Ça, c'est mon... Oui, j'ai honte. C'est mon compte Twitter. Et Elasticsearch, c'est un projet également open source sous licence Apache. C'est un moteur de recherche NoSQL orienté documents. Et puis, on va vous montrer tout ça dans le détail. Alors, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est pourquoi migrer? Il faut que j'arrête de bouger. Donc, une des raisons, ça va être notamment pour essayer de pallier à un problème qu'on a avec les bases relationnelles qui sont principalement conçues pour scaler verticalement. C'est-à-dire que si vous avez besoin de plus en plus de données ou de plus en plus de puissance parce que vous avez de plus en plus de requêtes sur votre base de données, au sens utilisateur, ça va être la meilleure solution, c'est de faire grossir vos serveurs au fur et à mesure des besoins. Donc l'idée, c'est d'essayer de répondre plutôt en faisant grossir votre infrastructure tout simplement, en rajoutant des serveurs. Donc vous avez des commodity servers, vous les rajoutez au fur et à mesure de besoin, c'est-à-dire plus de volume de données ou plus de requêtes utilisateurs. Une des autres raisons qui nous poussent à migrer, c'est qu'aujourd'hui, pour faire de la recherche, vous êtes obligé de faire de la recherche très structurée en SQL de ce type-là. Et on vous propose plutôt un autre type de recherche. Il y a de la recherche. La recherche, oui, je vais être obligé de parler vers là. On est très proche en fait, qui est donc plutôt de faire de la recherche full text, un petit peu comme on le ferait dans un livre, pour essayer de trouver de l'information, essayer même de fouiller dans l'information. Donc ça, c'est ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, et on va essayer d'atteindre cet objectif en je ne sais pas combien de temps, puisque le chronomètre n'est pas affiché. On est parti aujourd'hui d'une application en SQL. Donc on a développé une application Java, donc on récupère une application Java qu'on va appeler Legacy, qui s'appuie sur une base de données relationnelle, avec des écrans qui vont faire des opérations crudes. Et pour la recherche, on va également faire les requêtes SQL qu'on a montrées tout à l'heure. On va afficher tout ça dans une web app à l'aide de JSP et de Servlet. Et on part de ce constat-là. La première opération qu'on va réaliser, en fait, c'est qu'on va transformer nos fameux JSP et nos servlets et fournir des web services de façon à être consommés par différents terminaux. Aujourd'hui, c'est à la mode et on va essayer de fournir des API, notamment en JSON, puisqu'on aime beaucoup ça. L'étape suivante? L'étape suivante, en fait, c'est puisqu'on travaille avec une API qui fournit des documents de JSON, pourquoi pas directement stocker ces documents dans une base de données qui est faite pour ça. Donc une base de données orientée documents. Dans ce cas-là, on a pris Couchbase. Et pour la recherche, dans un premier temps, on va utiliser les fonctionnalités de recherche de Couchbase, mais qui vont vous permettre de faire toujours des requêtes relativement simples sur certains attributs. Et une fois qu'on aura cette API, on va pouvoir développer des nouveaux écrans. Puisque l'idée, en fait, c'est de moderniser l'application dans son ensemble, fournir des API et fournir une nouvelle interface homme-machine. Une fois qu'on a fait ça, on a normalement gagné en scalabilité, mais la recherche reste relativement simple. Donc l'idée ensuite, c'est de coupler Couchbase avec Elasticsearch et de déverser le contenu de Couchbase directement dans Elasticsearch. Toujours fournir notre recherche via notre API HTTP, mais finalement, Elasticsearch expose également une interface REST. Donc l'idée, ça va être de passer directement et de se connecter directement à Elasticsearch pour faire de la recherche avancée. Ensuite, ce qu'on va pouvoir essayer de bâtir à la fin, c'est de fabriquer un tableau de bord. Et ça, on va vous montrer comment on le fait. Et de donc fournir des analytics, même sur des millions de données, c'est pas un problème. OK? Ça, c'est l'objectif de la session d'aujourd'hui. Donc on va commencer par cloner notre projet, donc ça on l'a déjà fait, et puis on va lancer des commandes. On a un petit runner qui va nous faire le clean install et puis lancer Jetty pour nous. Donc première étape, je vais vous représenter d'où on part. On part d'ici, de cet écran-là. J'ai besoin d'un porte-micro. Alors, la première chose que je vais vous montrer, merci beaucoup,
c'est le code d'où on part. Donc on a un certain nombre d'entités. Donc là, on a créé des personnes. Est-ce que vous voyez bien? C'est bon? Jusqu'au fond? Tout va bien? OK. Des personnes donc, qui ont des attributs, un nom, une date de naissance, un sexe, des métadonnées. Alors ces métadonnées, c'est pour nous, d'un point de vue marketing, ça va être le nombre de clics d'un utilisateur, par exemple, sur votre application, pour essayer de comptabiliser est-ce qu'il aime les voitures, les chaussures, les jouets, etc. Donc c'est une valeur numérique qu'on a mis dans ces métadonnées. Et puis il a également un champ adresse, avec un pays, un zip code, une ville, et puis un country code. Donc là, derrière, vous avez donc plusieurs tables qui vont être mappées derrière ces entités. Au niveau DAO, pardon, je me suis trompé, on va utiliser Hibernate, ok, avec un template Hibernate, et puis on va faire des choses très classiques. Par exemple, faire du read de notre CRUD. Ici, ça va être un template.get, et puis on va, avec l'ID, récupérer la personne. Donc ça, c'est du classique, c'est du CRUD. Pour la recherche, on va être capable de trouver des personnes par leur nom. Donc c'est des requêtes assez classiques, hein, vous avez l'habitude de voir ça. Et puis on va essayer de faire de la recherche à la Google. Alors de la recherche à la Google, on va être obligé de faire du like, avec du %. Et ça, on sait déjà qu'on va avoir un petit problème de scalabilité avec ça. Alors, je vais lancer l'application. Donc, .slash. On est dans la bonne branche, hein? Oui, évidemment. Donc là, on démarre notre application, on la compile, on passe un certain nombre de tests, parce qu'il faut faire des tests. On va lancer notre application et puis on va injecter par défaut une centaine de personnes dans notre base de données. C'est une base de données en mémoire, hein. Donc là, voilà, vous voyez l'injection qui se passe. On va aller voir notre application, et puis, qui est ici. Tac. Donc ça, c'est la première version de l'application de laquelle on part. Où vous voyez effectivement nos différentes personnes. Là, on a juste fait un get all finalement. On peut rentrer à l'intérieur d'une personne pour faire un get one. Et puis on peut chercher. Donc je vais chercher mon Joe Smith. Si je le tape sans faute, ça sera mieux. Et là, tu cherches sur l'ensemble des champs ou sur l'ensemble des valeurs? Ah non, là je cherche en fait que sur le champ sur lequel j'ai prévu ma requête. Évidemment, je ne peux pas chercher sur le champ pays. Si je cherche Germany, ça ne marche pas. Je peux chercher que Joe Smith. D'accord. Par contre, je ne peux pas chercher non plus Smith, Joe. Évidemment, ça ne marche pas. Pourtant, il existe, hein, cette personne. Cette personne existe, vous l'avez vu. Donc là, on est un petit peu coincé. Et on va partir de ce constat-là pour maintenant faire progresser l'application. Donc la première chose qu'on va faire, ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, c'est qu'on va commencer par restifier l'application. Okay ? Et une des raisons, c'est que de plus en plus, une fois qu'une application a du succès, on veut pouvoir la consommer sur une application mobile, sur des nouvelles... l'intégrer avec des nouvelles applis. Donc fournir des API reste de plus en plus intéressant et assez standard comme tâche. Donc comme on n'a pas beaucoup de temps pour cette session, on a quand même commencé à coder quelque chose avant de démarrer. Et notamment, on a commencé par intégrer dans le pom.xml, il va falloir que je l'agrandisse un petit peu, une couche Spring que j'ai mise. Hop, là voilà. On a rajouté du Spring WebMVC et puis du Jackson pour faire le binding entre nos entités et puis notre document JSON, dans les deux sens. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est relancer l'application. Hop. Plus par là. Merci. Parce que ça me gêne en fait. Depuis tout à l'heure, tu me gênes. Donc je relance l'application. Là, ce que je vais juste vous montrer, c'est que lorsque je fais pour l'instant un curl pour récupérer une personne, pour l'instant, c'est toujours pas codé. Et ce qu'on va coder, c'est cette première partie-là. Hop. Il n'est toujours pas lancé. Et voilà. J'ai une erreur 404, évidemment, j'ai toujours pas codé la méthode. Donc on y va. On va aller voir notre code. Là, on va travailler... Il faut que je rafraîchisse, je pense, l'écran. Non, tu vois personne service là. On a créé une nouvelle classe. Ah oui, pardon, merci. Qui va être justement l'API qu'on va utiliser et qu'on va développer. Donc notre personne service, on a injecté notre personne DAO. Et puis en fait, le but, c'est de retourner ici une personne. Donc ce que je vais juste faire, c'est d'utiliser mon personne DAO, de faire mon get comme on l'a vu tout à l'heure. J'ai besoin de faire un integer, quelque chose comme ça, point, je ne me rappelle plus, c'est value of, merci, de mon ID, et puis de retourner la personne. Évidemment, ce n'est pas suffisant parce que là, je n'ai pas encore dit à Spring
qu'il fallait écouter sur une certaine URL et accepter la méthode get. Donc, bien entendu, là, on fait du Spring parce qu'on parle de legacy. On aurait pu faire autre chose, du JAX-RS ou autre. Tu viens de tacler, là, non? Non. Non, d'accord. Tais-toi, sinon j'enlève le micro. C'est vraiment pratique, en fait. Quand tu veux plus que je parle, tu enlèves le micro. Donc, je vais indiquer la méthode que j'utilise. Là, je vais faire du get. Donc, j'ai besoin de ma méthode get. OK. Et puis, je vais dire que derrière l'URL que j'ai prévue ici, qui est la version de mon API /personne, j'ai besoin d'aller chercher en fait, l'ID de mon utilisateur. Donc, pour ça, j'utilise l'attribut value. Et là-dedans, je lui passe / mon ID. J'ai besoin maintenant de dire que, en fait, ici, je retourne un document JSON, et donc Spring va se débrouiller finalement pour renvoyer, utiliser la bibliothèque Jackson pour transformer ma personne. Bien répondre l'objet personne en JSON. Et j'ai besoin d'extraire dans la variable string ma variable de mon chemin, pas variable, il me faut c'est tout. En fait, c'est tout. Et là, normalement, si tout va bien, j'ai fini. Donc, je vais relancer mon application, parce qu'il faut quand même que je recompile, que je redéploie. Ouais, c'est pratique avec tous ces projets modernes, c'est qu'il faut redéployer. C'est un peu long des fois. Donc, comme tout à l'heure, on réinjecte toujours la centaine de personnes. Donc, du coup, normalement, si j'ai pas fait trop de bêtises, mon get devrait fonctionner parfaitement. On va voir. Je relance ma commande get. Effectivement, bravo, super. On a réussi à récupérer et à fournir une première version de nos API. Bon, là, on a une première méthode, mais on va évidemment devoir développer toutes les opérations crudes pour l'appli, pour fournir les API aux applications qui vont les consommer. Oui, donc là, on n'a pas le temps de tout faire, évidemment. On est limité, on aimerait bien passer plus de temps. Hop, j'ai oublié cette checkout. On va directement aller sur la branche finale en fait, qu'on a codée. Tout ce qu'on fait ici, en fait, vous pouvez le refaire, vous récupérez notre projet et vous pouvez refaire ça chez vous. Amusez-vous avec, vous verrez. Donc là, j'ai récupéré en fait la même chose. Donc pour vous montrer que en fait, mon create, c'est que je récupère un document JSON. Alors là, on a choisi de récupérer une chaîne de caractères. On aurait pu récupérer une personne directement et faire le mapping automatiquement, mais là, on a préféré récupérer une chaîne de caractères. On utilise Jackson pour le transformer en personne, et puis ensuite on le sauvegarde dans notre base. Là, c'était juste pour gagner du temps par rapport aux étapes suivantes. Exactement. Quand on fait notre recherche, on fait en fait notre recherche, et puis on passe un paramètre queue, et on fait notre méthode find like Google, comme tout à l'heure. Sauf que maintenant, on a fait tout ça en web service. Donc l'idée maintenant, ça serait peut-être, Tug, de continuer un petit peu l'application et de rajouter une autre persistance peut-être que celle qu'on a. En fait, un des problèmes, c'est que lorsque vous allez créer des API et qui seront accessibles par différentes applications, le volume de requêtes que vous allez entraîner sur votre application et sur votre base de données peut devenir très très grosse. Et à la fois le volume de requêtes et peut-être le volume de données. Donc on se dit que plutôt que rester sur une base SQL qu'il va falloir scaler verticalement, on va passer sur une NoSQL. L'idée est de vous montrer ici quel est l'effort en termes de programmation. Donc, on va changer juste la persistance. C'est 0,3. 0,3. Donc je suppose que tu vas avoir besoin d'une sorte de driver, comme tu utilisais avant en JDBC, tu avais besoin d'un driver, tu vas avoir besoin de quelque chose? Voilà, donc en fait, si on regarde mon pub, qui doit être ouvert quelque part. C'est ton pub web app qu'il faut que tu ouvres, je pense. Donc dans le POM Web App, on a juste une référence sur le driver Java de Couchbase. Le driver Java de Couchbase a pour responsabilité de se connecter à la base de données, de gérer le partitionnement des données sur le cluster et utilise un protocole binaire qui est basé sur Memcache, puisqu'en fait Couchbase utilise Memcache côté serveur. Et après, quel code je dois rajouter? Donc, à court terme... Personne de service, tu cherches? Oui, je dis loin, ok. Il n'y a plus que ça en plus. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore fait l'interface en machine, donc j'ai que mon API.
Et à l'intérieur de cette classe, j'ai encore des DAO et et je rajoute la partie Couchbase. La partie Couchbase, on va récupérer une connexion. La connexion n'est pas gérée par un pool de connexion standard J2E, mais est gérée par le pool de connexion et de thread Couchbase. Et en fait, la connexion est relativement simple. C'est vous pointez votre application vers un ou plusieurs nœuds du cluster pour récupérer un objet client. Une fois que j'ai cet objet client, je vais pouvoir commencer à programmer l'appli. Donc, on pourrait peut-être remplacer le get, là. Voilà, on va commencer par le get. Et qu'est-ce que j'ai à changer? D'un point de vue applicatif d'API, je veux garder la même signature. Envoyer un string, renvoyer un JSON. Une façon de le faire, c'est de continuer de garder l'API Java et d'utiliser Jackson pour parser et transformer, faire du marshalling on marshalling. Mais comme vous travaillez avec des bases orientées documents sans schéma, il est plus intéressant de directement travailler avec un schéma flexible aussi dans votre partie applicative. En tout cas, c'est le choix que nous avons fait ici. Donc, je me connecte, je récupère le client, je fais un get. Je fais un get sur la clé. La clé dans Couchbase, souvent, on va la préfixer avec le type d'information qu'on stocke, l'ID. Et qu'est-ce que j'ai à renvoyer? J'ai juste à renvoyer le résultat. Du coup, tu récupères une instance de quoi, là, en fait? En fait, là, je récupère le JSON qui est stocké directement. Donc en forme de chaîne de caractères, donc il va falloir que tu changes un petit peu ta signature. Voilà. Et on va voir par la suite quel est l'intérêt de travailler comme ça. Donc sur le get, un appel direct à la base de données en get. Pour créer? Pour créer, on reçoit une string JSON. De la même façon, on aurait pu garder la partie Java, le parser et l'extrapoler le sérialiser en JSON. Mais là, on a directement du JSON. Donc pareil, je prends le client et je vais faire un set. Par contre, dans l'application actuelle, on a une séquence SQL qui fait un incrément. Après, la gestion des clés, c'est votre application, hein, vous choisissez la façon dont vous le faites. Donc on a gardé cette idée de faire des séquences. Donc parmi les fonctionnalités de Couchbase, j'ai la notion d'incrément. Donc je vais générer... Donc c'est vraiment les mêmes séquences qu'on trouve dans le monde SQL. Hein. En tout cas, ça va rendre la même chose. Ouais. Je vais faire un person counter. Je vais lui dire tu commences à 1, tu incrémentes de 1. Et maintenant que je vais avoir cette valeur qui va être automatiquement augmentée, je vais pouvoir faire un set de quoi? De ma clé. Donc personne. On va garder personne. 2 points. La clé. J'ai la possibilité dans Couchbase, comme on utilise aussi beaucoup les bases NoSQL pour servir de cache, de mettre une expiration, donc un time to leave. 0 va rester dans le cache, dans la base de données, jusqu'à ce qu'on l'efface. Vous pouvez choisir en millisecondes ou en date la durée. Ça, typiquement, c'est l'API qui est tirée de même cache. Après, c'est terminé. Je peux renvoyer, si je veux, la clé, mais là, je vais rester comme ça. Donc, j'ai l'insertion, j'ai la récupération de l'information. Donc, et ça fonctionne? On va voir. Je lance. Alors, à la différence de David, pour aller plus vite par la suite, j'ai déjà implémenté les autres opérations, le delete, la requête. La requête va passer juste par une requête sur une view pour rechercher des choses. Là, on a la requête pour afficher. Donc, si je retourne dans mon application, j'ai rien parce qu'on n'a pas encore l'interface homme-machine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une commande pour insérer. Ici, j'ai mis un ID, j'ai forcé un ID. Je crois que tu as coupé ton service, non? Non, j'ai un problème de compilation. Non. Ah bon? Ouais, je pense que l'autre version, en fait, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dû la faire tourner dans le curl, en fait. C'est ça. C'est de ma faute. Bon, c'était pour lui savonner un petit peu la planche, quand même. Faut pas que ce soit trop facile. Donc, l'application démarre tranquillement. On injecte toujours nos 100 personnes? On n'injecte rien pour l'instant. On n'injecte rien, d'accord. Donc, là, maintenant que mon serveur, je peux insérer une information. Comment j'interroge ma base? Je vais pouvoir faire un get, ou dans Couchbase, vous avez une console d'administration qui vous permet d'aller voir les documents. Donc là, je vois le compteur a été incrémenté. Je peux aller voir mon document de JSON. Si je veux le modifier, je peux le modifier. Est-ce que tu peux injecter plus qu'une personne?
Je peux injecter plus qu'une Il personne. peut le faire. Donc là, on va injecter 500 000 personnes. Non. Allô Enfin, On va voir. 500 000, quoi, non? J'ai pas mon shampoing. Donc là, on est parti, on injecte. Sachant qu'on n'a vraiment rien fait de particulier, là, on n'a pas tuné la partie... la résolution. Qu'est-ce qui se passe? Il fait un index, là? Oui, mais normal. En fait, si on regarde ici, on est à 8000 opérations par seconde, 9000 opérations par seconde. C'est-à-dire qu'il injecte 10 000. Je ne sais pas pourquoi ce graphe ne se rafraîchit pas ici. Changement de résolution, probablement quand on a plugué la partie. Donc, pendant que je fais cette opération, je vais pouvoir faire des gets, je vais pouvoir faire des sets, je vais pouvoir modifier mes enregistrements ou mes documents si j'ai besoin. Mais est-ce que du coup, tu pourrais nous construire maintenant une belle interface pour utiliser tout ça, plutôt que de faire du get et du set à la main? Ah bon, l'API ne suffit pas? Bon, non, c'est quand même pas très sexy. Donc, on a fait du reste. On a choisi de faire une interface homme-machine. On va prendre, vous avez probablement vu déjà des présentations autour d'AngularJS. Donc, on a choisi de le faire avec Angular. Il paraît que c'est à la mode. Voilà. Donc, je le laisse injecter ces enregistrements et je vais... Donc là, tu vas récupérer le projet un petit peu commencé pour qu'on puisse travailler avec Angular. Voilà. C'est le 0.4, effectivement. Donc, si je retourne maintenant dans mon IDE, parce qu'on l'a packagé dans le projet Java, je vais avoir... le service Java n'a pas été modifié. Par contre, toute la partie web, on a rajouté la partie Angular. Et dans la partie Angular, vous avez deux parties qui sont clés. L'idée, c'est pas de vous montrer et de faire un cours sur Angular, mais juste de vous dire deux choses. C'est qu'on est dans un modèle view controller. Vous avez la vue qui va être chargée d'afficher l'information, le contrôleur de récupérer les informations dans votre base de données. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un contrôleur pour une liste qui va récupérer, qui va faire un appel REST. Ah, ça tombe bien. Et le get qui va faire un appel REST également sur les API qu'on vient de développer, le delete et l'update ici. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le document JSON sous forme de string et on l'envoie dans le body de la requête HTTP. Le côté Java prend le string et le sauve, ce qu'on a vu juste à l'instant. Côté vue, de la même façon, côté vue, vous allez avoir l'objet scope qui correspond, alors je vais prendre le bon, scope ici, qui correspond à la personne. Personne qui est dans le scope, pardon, va être directement disponible dans l'appli. Donc je vais pouvoir lui dire, en utilisant les tags de ng Angular, Angular model, faire le binding dans la vue. D'accord? Mon serveur Java tourne tout le temps. Comme on est en client-serveur, j'ai plus besoin de le redémarrer. Là, je vais aller dans mon application web, rafraîchir. J'ai la nouvelle application. Je peux toujours faire des recherches, mais ces recherches sont toujours basées que sur le nom, puisqu'en fait, on utilise un index dans Couchbase. J'ai la possibilité, bien entendu, de modifier mes valeurs. On va prendre... Joe Smith? Joe Smith, oui. Smith, Joe, ça marche? Non, pas pour l'instant. Ah. On va y arriver, Donc, je peux changer différentes valeurs. Je vais pouvoir rajouter des valeurs justement dans les clics ou les analyser. Je sauve. Si je regarde, donc là, mon ID de document, c'est le 2. Si je vais voir dans mes documents ici... Personne 2.2. Personne 2. J'ai bien modifié la valeur au 14, j'ai rajouté des valeurs 12-12 ici. Et la différence par rapport à votre modèle base de données relationnelle où vous aviez une entité ou une table pour les personnes, une table pour les méta, une table pour l'adresse, là on a embarqué dans un seul document toutes les informations. Ce que ça veut dire, c'est que c'est très facile et très rapide d'accès, pas de jointure, et c'est aussi très facilement distribuable sur un cluster. La clé de partition étant ça. Donc, l'étape suivante, déjà on va... Je suis toujours embêté avec mon Joe Smith. Voilà. Tu peux faire quelque chose? Je pour pense essayer d'enrichir la recherche. Avis, il y a de l'Elasticsearch là-dessous. Donc l'idée, ça va être en fait maintenant de coupler ce qu'on a dans Couchbase avec Elasticsearch. Tu peux me tenir le micro? Oui, je peux. S'il te plaît. Alors,
la première chose qu'on va faire, c'est on va en fait démarrer Elasticsearch. Donc j'ai préinstallé un Elasticsearch dans mon répertoire ici. Et puis j'ai préinstallé le plugin qui nous sert à communiquer entre Couchbase et Elasticsearch. J'ai également installé d'autres plugins qui sont des plugins de gestion d'interface et un qui va nous servir tout à l'heure à builder les analytics. On verra ça en live normalement. Donc je vais démarrer mon nœud Elasticsearch. Hop. Donc l'intérêt d'Elasticsearch, c'est que on peut démarrer plusieurs nœuds, il va s'auto-étendre et auto-étendre en fait sa capacité de traitement sur l'ensemble de ces nœuds. C'est effectivement cette fameuse scalabilité horizontale qu'on cherche. C'est la même chose évidemment pour Couchbase. Couchbase, j'ai du mal à le dire. Alors, j'ai un outil d'administration dans Elasticsearch qui est en fait un plugin où là je vois en fait l'ensemble de mes index qui préexistent. Donc là j'ai un index, pour l'instant il est interne, il va nous servir tout à l'heure. Et l'idée c'est que je crée un index qui va permettre de déverser les documents de Couchbase à l'intérieur. Donc cet index, je vais l'appeler personne. Et quel type d'information tu as besoin? Tu as besoin du XML? Non, j'ai juste besoin de... En fait, là, je fais un appel JSON, je fais un put JSON pour créer un index derrière cette interface. Donc vraiment, tout est configurable en REST et en pur REST avec Elasticsearch. Je lui indique le nombre de shards, c'est le nombre de partitions dans lesquelles je souhaite distribuer mes documents. Donc c'est ce qui va me permettre ensuite de faire la scalabilité plus tard. Et puis j'indique le nombre de réplicas, et le nombre de réplicas, ça va être, ici je vais mettre 0 parce que j'ai pas envie de répliquer mes données, mais je pourrais en mettre 10 si je veux, enfin, etc. Donc j'ai créé mon index, en fait je suis prêt, je t'attends. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, l'index va être utilisé pour donc indexer l'ensemble des données qu'il y a dans Couchbase. Comment j'indexe? Je pourrais directement envoyer mes documents JSON à partir de mon application web dans Elasticsearch, mais ça ferait copier l'information à partir de mon appli, alors que je peux simplement configurer Couchbase pour lui dire d'envoyer tous les documents, tous les nouveaux documents, supprimer les documents et donc mettre à jour l'index à chaque fois qu'il y a des modifications. Et pour ça, on utilise une des fonctionnalités du cluster Couchbase, qui est la Cross Data Center Replication, donc XDCA, qui est utilisé normalement pour faire de la réplication entre clusters Couchbase, si vous voulez mettre les données près de vos utilisateurs, ou faire un backup automatique. L'idée, là, ça va être d'utiliser ça pour pousser dans Elasticsearch. Donc je vais créer un autre cluster, entre guillemets, qui s'appelle Elasticsearch. Oui, il faut quand même que tu indiques où est Elasticsearch. Voilà. Donc, il est sur la même machine. Le plugin qu'on a installé dans Elasticsearch est un serveur REST qui récupère le JSON, ce qui existe et écoute sur ce port. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire quelles sont les données que je veux envoyer. C'est vers Elasticsearch. Le bucket, c'est l'équivalent d'un schéma, si vous voulez, dans une base relationnelle. J'en ai qu'un, donc je choisis défaut. Et je l'envoie vers un bucket qui est en fait l'index l'index personne chez Elasticsearch. Quand je vais cliquer Replicate, la communication va commencer et on va voir que les documents se déversent vers Elasticsearch. Donc là, il va commencer la réplication. C'est tout. Voilà, c'est tout. Et là, il a commencé, donc je ne sais pas ce que tu peux montrer. Mais tu n'as rien fait en fait. L'idée, ça va être ensuite oui, vas-y, merci. De montrer en fait comment on va pouvoir mettre à jour maintenant notre application Angular et... Tu peux montrer peut-être que les documents s'ajoutent... Ah tiens, tu as raison, effectivement. Donc là, on voit 0 document là-haut. Ah oui, effectivement, on les voit s'ajouter, effectivement. Vous voyez ici, c'est ce chiffre-là en fait. Et donc, si vous avez un cluster de Couchbase plus un cluster de Elasticsearch, on va déverser tout l'existant. Et ensuite, toutes les mises à jour seront rafraîchies. Il faut peut-être que j'aille plus vite, parce que sinon, ça va se déverser trop vite. Bon. Allez, je vais récupérer en fait une autre version de mon projet, dans laquelle j'ai déjà précodé la connexion en fait de la fonction recherche. Et tu es obligé de réécrire du Java ou tu es obligé de modifier fortement l'application pour remplacer la recherche par Couchbase par Elasticsearch? Non, je veux pas déclencher la guerre mondiale de 78, c'est pas possible. Donc, voilà, décidément, Nabila éprend aujourd'hui. Alors, non, pas du tout. J'ai juste en fait à réécrire quelques fonctionnalités dans Angular, et notamment c'est au niveau du contrôleur que ça se passe. C'est ici. La fonction recherche, la voici. Tout à l'heure, en fait, on faisait un search couplé sur notre API à nous, en fait, et sur notre API qui allait ensuite interroger Couchbase. Juste, je vais vous montrer, en fait, où on en est.
que j'ai juste oublié ce petit détail. Donc on était ici, et en fait ce qu'on vient de faire c'est déverser, et là ce que je vais faire en fait c'est interroger depuis Angular directement Elasticsearch. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce soit Couchbase va renvoyer directement du JSON, la recherche Elasticsearch va également renvoyer du JSON, comme on le voit ici dans la boucle for. Voilà, donc là j'interroge Elasticsearch, je lui demande sur l'index personne, je lui fais une recherche de n'importe quoi. Et puis après je rentre ça dans mon Angular comme tout à l'heure, dans mon modèle, que je réutilise par ailleurs. Donc là c'est ce qu'on a fait, on a un petit peu enrichi l'interface, on a rajouté le nombre de documents trouvés au total, on affiche que les 10 premiers par défaut, le temps que ça a pris. Donc là, je peux faire des recherches. Voilà, j'ai mes 500 000 et 3 documents qui ont été injectés. Et Joe Smith, tu arrives à le trouver? Joe Smith, alors est-ce que je peux... Ah tiens, puis c'est sympa, comme ça va vite en plus, je peux même faire de l'autocomplétion. Donc Joe Smith, en fait, voilà, je l'ai retrouvé. Et Smith Joe? Smith Joe. Ah, c'était notre truc de tout à l'heure. Ça, est-ce qu'on peut se trouver Smith Joe? Effectivement, on peut retrouver Smith Joe. Mais l'intérêt, c'est qu'on peut aussi aller chercher sur d'autres champs. Même si je ne l'ai pas précisé. Tout à l'heure, tu m'as demandé l'Allemagne. L'Allemagne, oui. Germanie. Effectivement, je peux trouver l'Allemagne. Et j'aimerais trouver des copines en Germanie. Alors les copines, je crois qu'on avait mis ça dans sexe. Et on avait mis quoi déjà? Féminin? Hommes et femmes. Femmes, merci. Voilà. En fait, ici, tu vas sans doute trouver en fait, des femmes en Allemagne. T'es content? Satisfait? Très content. Et donc, je peux préparer mon voyage. Là, on a vraiment fouillé dans nos données et en fait, on a trouvé l'information qu'on cherchait. Est-ce qu'on peut commencer à insérer un peu plus d'informations? Parce que jusqu'ici, on n'a pas été très loin. C'est pas dangereux? On verra. Allez, allons-y. Combien tu veux insérer d'informations en plus? On va rajouter 1 million. Non. Donc, on a 500 000 enregistrements dans la base. On va rajouter 1 million d'enregistrements et voir comment l'application réagit, que ce soit l'application Elasticsearch ou l'application Angular Couchbase. Rassure-moi, ça tourne sur une grosse machine dans le cloud ou quelque chose comme ça? Ouais, ça tourne mon petit cloud à moi. D'accord, quand même. Donc là, c'est parti. Donc il va insérer les documents. Si on regarde sans critères maintenant, on va voir que non seulement ça écrit dans Couchbase, mais on va voir également le nombre de documents grossir au niveau de la recherche. Et ça tourne toujours, en fait? Et ça tourne toujours, oui. Et ça tourne toujours. Et là, normalement, si je vais avoir deux Smith Joe, puisque ah oui, tu viens de relancer la même on insertion. relance la même insertion. Effectivement. Le 500 003 et le nouveau. Alors, c'est intéressant, là, ce qu'on a fait, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu plus avec les données? Tu voudrais dire peut-être les analyser? Voilà, analyser la donnée. En temps réel? On va installer Business Object et on repart sur MySQL? Je sais pas. Non, je pense qu'on a une autre solution en fait. Et on va se baser sur un plugin qui est développé, vous connaissez peut-être Kibana aujourd'hui. C'est un projet qui tourne au-dessus de Logstash, qui permet de faire de l'analyse de log avec Elasticsearch et sur une façon un peu sexy. Et le développeur de Kibana, qui s'appelle Rachid, qui est un développeur d'Elasticsearch, qui a commencé à travailler sur un projet qui s'appelle Kibana 3, et qui permet de fabriquer des interfaces dynamiquement et faire des tableaux de bord dynamiques sur les données qu'on a aujourd'hui en train d'être indexées. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est ce que tu vas faire. Ah bah oui. Moi je tiens le micro. Merci. Tu es un très bon teneur de micro. Faut pas qu'on dise qu'on a dormi ensemble parce que sinon ça va faire jaser. Ok. Tu aurais pu enlever le micro. Ça, il faut que je le laisse tourner. Et voilà, ce que je cherchais, c'était ça. Donc, je vais récupérer en fait mon nouveau projet, mais en fait, il apporte rien d'un point de vue Kibana. C'était juste pour avoir après un bouton à la fin. Donc, l'idée de Kibana, c'est qu'en fait, je peux l'appeler avec une URL. Je peux aller chercher mon plugin. Hop. Voilà, c'est un plugin d'Elasticsearch. Je l'ai installé en tant que plugin. C'est la seule chose que j'ai eu à faire pour l'instant. Et donc là, je démarre mon projet Kibana. Ce que je vais pouvoir construire, c'est en fait mon tableau de bord et je vais définir des lignes. Et sur chacune de ces lignes, en fait, on va leur faire un certain nombre d'activités. En fait, tu définis tes dashboards. Exactement. Donc, je vais commencer par définir des critères. Ici, je vais créer une ligne critère. Je vais créer une ligne analytics, en fait. Je vais avoir un petit peu de données analysées. Et puis, derrière, je vais créer les résultats de ma recherche. Donc, je vais mettre mes results ici. Donc là, j'ai créé, en fait, pour ceux qui font du bootstrap, en fait, j'ai créé des lignes en fait, de bootstrap. Non, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Non, on ne voit pas grand-chose. Donc, on va peut-être rajouter des critères. Et donc, dans mon onglet critères, je vais créer une string query. En fait, ça va être qu'est-ce que je cherche. C'est là où je vais rentrer mon Joe Smith de tout à l'heure.
Je vais lui donner une taille de 3. Je vais lui dire, alors aujourd'hui avec Kibana 3, on a besoin absolument d'une date et c'est basé sur une date. Après, ça changera, je pense, dans les versions futures, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et donc ça là, tombe tu bien. vas définir le type de critères que tu veux utiliser pour ta recherche. Exactement, pour regrouper mes données. Donc là, je vais me baser sur la date de naissance. Ça tombe bien, on en avait mis une. Et puis, je tape dans mon index personne d'Elasticsearch. Et là, potentiellement, tu pourrais utiliser toutes les données de plusieurs index. Oui, potentiellement, si j'avais le champ date of birth dans toutes ces données. Alors, par contre, nous, on travaille à l'échelle de l'année, donc je vais mettre une échelle à 10 ans, je vais mettre une échelle à 50 ans et une échelle à 100 ans. Ok, je peux faire de l'auto-refresh si je veux, par défaut, je vais mettre 100 ans, je crée mon panel. Et je vais afficher également le nombre total de hits que j'ai trouvé, voilà, je crée mon panel. Ok. On voit déjà des résultats. On voit que déjà, il y a du résultat, en fait, là, sur 100 ans, je cherche tout. On voit que ça continue à s'injecter d'ailleurs, hein. Donc je suis en train de construire mon tableau de bord dynamiquement et bon, c'est pas grave, tout va très bien. Et tu peux pas faire un truc un peu plus joli là, parce que le numéro tout seul, c'est un peu tristouille. Effectivement, l'idée ça va être donc de construire des tableaux de bord. Et par exemple, un des premiers tableaux de bord qui me vient en tête, c'est la répartition des dates de naissance au fur et à mesure des années. Donc je vais juste prendre un histogramme de dates. Je vais lui mettre, je vais lui mettre une taille de 6 parce que j'ai envie. Soyons fous. Et là, j'ai déjà en fait des premiers résultats. En fait, on voit ici la répartition, le nombre de personnes que j'ai par année. Je peux très bien aller zoomer sur cette partie-là si je veux, et puis voir qu'en 76, j'avais 13 851 personnes. Je suppose que si je rafraîchis, j'en ai un peu plus. Voilà, 13 969, etc. Les données continuent à arriver en temps réel et c'est vraiment pas un souci. On peut rajouter d'autres analytics. Et puis comme j'ai du temps, ça tombe bien. Je vais vous rajouter par exemple ici un petit camembert. Et puis on va se baser sur le champ. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? On avait country, oui. Par exemple. Country. Allez, on va voir la répartition par country. Oh, j'ai oublié de l'ajouter. Ah, ça m'arrive souvent ça. Donc je rajoute mon pie. Mon champ s'appelle country. Donc évidemment, moi je connais mon modèle. En ce moment, Rachid est en train de développer de l'autocomplétion sur les champs. Donc ça sera encore plus facile. Tac, voilà. Ici, j'ai mon camembert et en fait, alors normalement, maintenant qu'on a injecté beaucoup de données, le camembert va peu bouger en pourcentage, évidemment. Mais en réalité, derrière, on rafraîchit à chaque fois le camembert. L'intérêt aussi de tout ça, c'est que je vais pouvoir cliquer et aller filtrer l'information. Si je clique sur France, je balance un filtre sur la France et hop, je me promène dans les données et je fouille la donnée. Et est-ce que tu peux faire des requêtes ou sauver ce dashboard parce qu'il pourrait être intéressant de le réutiliser? Effectivement, donc je peux le sauvegarder. Alors je peux le sauvegarder sous forme de fichier, je peux le sauvegarder sous forme de GIST pour le partager sur GitHub avec d'autres personnes. Je peux même le sauvegarder dans Elasticsearch qui est en train de tourner en ce moment. Vous vous rappelez de l'index tout à l'heure qu'on a vu qui était pré-créé, Kibana-int. En fait, c'est là-dedans que j'ai sauvegardé déjà un document Elasticsearch. Et c'est pratique, c'est celui que je vais ouvrir maintenant. Donc là, c'est juste un dashboard que tu as créé précédemment. Voilà, j'ai pré-créé un dashboard. On a 1 133 023 personnes. Il y a différentes informations qu'on a mis dans ce dashboard. On a mis toujours notre histogramme de date, les répartitions par ville, par sexe. Ici, les pays, on les a mis sous forme de map, par exemple. Donc, tiens, tu étais intéressé par l'Allemagne tout à l'heure. Allez, allons en Allemagne. Voyons voir l'Allemagne. En fait, je zoome sur l'Allemagne et puis je vois que mon nombre de hits, effectivement, a changé. Je vois qu'en Allemagne, j'ai Berlin, Munich, Bonn. Tu as une préférence peut-être? Non. Berlin, oui. Berlin. Allons-y pour Berlin. Donc voilà, je vais encore naviguer dans mon information. L'intérêt, c'est que en dessous, je ne l'ai pas construit tout à l'heure dynamiquement avec vous, mais en fait, on voit que j'ai ici la liste des résultats qui correspondent. J'ai rajouté ici le tableau des résultats. Je peux zoomer dessus et aller voir les informations qu'il y a dans mon document JSON finalement. Et puis je peux rajouter éventuellement des champs, je peux rajouter le nombre de fois qu'il a cliqué sur chaussures, etc. Justement, là j'ai une petite remarque. On a l'habitude d'avoir nos utilisateurs qui nous demandent des nouvelles fonctionnalités. Là on parle de marketing. Qu'est-ce que je dois faire si, en plus des chaussures du jardin, j'aimerais traiter quelque chose autour de la maison Je pense que tu dois appeler ton DBA, demander une modification de table, faire... Je sais pas, ça va prendre du temps. Et en plus, là, on injecte de la donnée, donc l'alter table, il va pas passer. En plus, tu es en train de le faire? Ouais. Ah oui, donc il va falloir que tu arrêtes la prod. Et justement, donc une des raisons de faire du NoSQL aussi, c'est qu'on est, en tout cas sur les bases orientées documents, on est en schemaless ou flexible schema, donc on a la possibilité de faire évoluer le schéma des données. Donc là, je vais... Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Je peux aller dans n'importe quel de mes documents.
prendre un document et rajouter ici une nouvelle entrée. On va le faire comme ça juste pour cet exemple. Qu'est-ce que tu dis? Je rajoute home. La maison. D'accord? Je sauve. Donc je n'ai modifié que cet enregistrement. Donc pas d'impact, pas d'alter table, pas de lock sur l'ensemble de la table, bien qu'il continue d'injecter. Et cet enregistrement qui a été modifié va être poussé dans Elasticsearch. Tu peux le faire de façon plus sexy, peut-être, non? Oui, ce qu'on va faire, c'est qu'on a utilisé des services REST qui consomment du JSON, on a utilisé une interface homemaging qui envoie du JSON avec Angular. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Angular et je vais simplement modifier mon application. Donc ici, j'ai mon formulaire de saisie. Alors, le marketing a toujours des bonnes idées, m'a dit... J'aimerais bien aussi pouvoir stocker des informations concernant les réseaux sociaux des utilisateurs. Ah, ton copier-coller, il est bizarre, non? Qu'est-ce que j'ai? Je ne sais pas. Ah oui. IntelliJ. Ouais. Ouais. Ça m'a échappé, le troll. On va voir. Ah, il faut pas zoomer pour faire du copier-coller sous IntelliJ? Je sais pas. Fais attention, tu as pris un divan trop. Hein. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais le fermer, le réouvrir. J'arrive même plus à le fermer. Oui, oh là. Donc là, en fait, l'idée, c'est que tu vas rajouter des informations sur le profil social de la personne et, par exemple, rajouter son compte Facebook. Voilà. Donc là, je vais rajouter un compte Facebook. Sur ce compte Facebook, ce que je vais faire, donc je vais créer le champ. Ça, c'est du libellé, c'est facile. Hein. Ça, jusqu'ici, c'est facile. Je vais juste faire les bonnes références sur les différentes... Hop là, il est là. Tu as fait un CTRL Z, je pense. Ah non. Oh, c'est bon. Je commence à avoir du mal avec le clavier. Et je vais créer en fait un sous-élément. On a les méta, on a les adresses. Là, je vais juste créer social, qui est l'équivalent d'une table, si vous voulez, si vous aviez du relationnel. Et je vais mettre Facebook. Donc, tu n'as pas besoin de créer une nouvelle table dans Couchbase pour le prévenir. Et là, chaque fois que je vais venir mettre à jour un enregistrement, il va le prendre convenablement. Il va prendre cette valeur et la sauver. Notre home de tout à l'heure, tu peux le rajouter aussi? On va faire le home. Donc si on était dans l'application précédente, on aurait eu à modifier l'entité et probablement lancer du DDL. Je ne sais pas combien d'entre vous, dans vos projets, les DBA vous laissent le DDL, le SQL de mise à jour des tables, faites par du programme Java, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'applications qui acceptent ça. Ou alors les développeurs le disent pas au DBA et en fait, ça fabrique quand même. Donc, si je prends Joe Smith ici, je vois que mon Facebook, il est là. Bon, on n'est pas très bon en interface là en fait. Hein, en HTML, c'est pour ça qu'on utilise Twitter Bootstrap, c'est pour éviter ça, mais malheureusement, j'ai pas réussi. Je sauve. Donc logiquement, si je vais dans ma console... Que tu reprends ton personne 2 de tout à l'heure, en fait, on devrait voir la mise à jour. On devrait voir la mise à jour, c'est-à-dire qu'on voit le Home 22 et on voit Facebook dans un sous-élément. Donc là, j'ai modifié le schéma, j'ai modifié les données, mais est-ce que toi, tu penses que tu peux les utiliser dans le dashboard? Non. Donc pour faire de l'analytique sur des données qu'on vient de mettre à jour? On dirait pas, mais on a répété en fait. Hein. C'est possible en fait. Donc en fait, effectivement, je vais retourner dans mon dashboard. Et puis, tiens, par exemple, je vais aller chercher mon Joe Smith. Là, mon Joe Smith, c'est une bonne idée en fait. Joe Smith. Ah, j'ai beaucoup de données pour mon Joe Smith en fait. Tu peux pas sélectionner que cet enregistrement? Si, en fait, je vais rajouter des petits critères obligatoires. Je vais dire je veux obligatoirement Joe et je veux obligatoirement Smith. Et donc là, l'avantage avec Elasticsearch, vous allez pouvoir avoir des critères vraiment détaillés dans vos requêtes. Et donc, ce qui est sympa dans mon... Ah bah tiens, je vois Home juste ici. Ah oui, effectivement. Il y a notre Home qui est apparu ici dans notre dashboard, en fait, et je peux déjà l'afficher à mon marketing, et je peux sans doute afficher mon compte Facebook directement à mon marketing. Et là, en fait, on a eu quasiment pas fait d'effort, en fait. On a été un peu feignant sur le coup. On n'a pas fait grand-chose, en fait. On a été un peu feignant sur le coup. On n'a pas fait. Donc on a fait des choix, évidemment, d'implémentation pour faciliter cette partie-là, mais modification des données, indexation avec des recherches qui sont vraiment multicritères et de l'analytique forte. Et il y a une autre partie qu'on n'a pas montrée, c'est l'élasticité. C'est-à-dire que si on veut rajouter des machines, on les rajoute et on réplique, ou en tout cas on réplique l'information sur l'ensemble des clusters. En fait, on distribue les données sur l'ensemble des nœuds du cluster. Effectivement, moi je pense qu'on a réussi notre pari.
Bon, on a un petit peu triché, on avait précodé pas mal de choses avant pour tenir en 45 minutes, on était obligés. Est-ce que toi, tu as des applications qui utilisent Elasticsearch en cluster parce que sur une machine, au-delà d'une machine, oui. Ouais. Il y a Booking.com, par exemple, quand vous réservez vos voyages d'hôtel, ça tourne derrière avec de l'Elasticsearch. C'est 150 nœuds distribués, en fait, avec des temps de réponse à vos queries à peu près en 300 millisecondes. Généralement, c'est ce qu'on observe, donc sur les 150 nœuds. Et toi, t'en as? Nous, on a DrawSomething, qui est une application que vous connaissez peut-être sur le mobile, qui est un cluster de 90 nœuds. Mais en fait, ce qui est intéressant, je ne sais pas l'histoire de Booking.com, mais en fait, DrawSomething est passé d'un cluster 6 nœuds début février 2012 à 90 nœuds mi-mars 2012. C'est-à-dire qu'ils ont fait grossir leur cluster au fur et à mesure de leurs besoins. Chose qu'on pourrait faire ici, au fur et à mesure où notre belle application de marketing commence à être utilisée de plus en plus par des gens, l'API ou l'interface, donc faire grossir ce cluster. Félicitations. Merci. Mission accomplie. Est-ce que vous avez des questions? Normalement, on a 6 minutes de questions à peu près. Oh, il y a plein de questions. Je voulais savoir, vu la souplesse d'injection des données, est-ce que c'est pas une porte ouverte pour les hackers à infecter les systèmes de... Donc la question, c'est vu la flexibilité et le fait de pouvoir rajouter des données comme ça sur l'API, est-ce que c'est pas une porte ouverte pour les hackers? C'est clair que ce service-là, vu que tu peux rajouter tout ce que tu veux, tu vas pas le développer comme ça. Tu vas faire des contrôles sur ton service. Ça, c'est clair. Là, c'était vraiment pour insister sur cette partie-là, pour faciliter la démonstration et montrer le point. Clairement, tu vas utiliser quelque chose du contrôle côté serveur. Tu vas valider le JSON, en fait. Tu vas valider le JSON, vérifier si tu as des données qui t'intéressent ou pas. Mais ça, c'est propre, je pense, à toute API en fait, qui expose, en fait, tout service qui expose ses API en JSON sur Internet. Hein. On doit valider le contenu. Romain, tu avais une question? Alors la question est, est-ce qu'on duplique la donnée entre Couchbase et Elasticsearch et est-ce qu'il y a moyen d'éviter ça? Alors oui, on duplique l'information. Oui, on la duplique clairement. On la duplique même plusieurs fois pour des raisons de performance avec Elasticsearch. Dans Elasticsearch, on a moyen de désactiver le stockage de certaines informations. Je prends une analogie, par exemple, quand tu fais du monde relationnel et que tu mets dans tes tables des données, normalement tu fabriques aussi des index. Fabriquer les index, c'est dupliquer quelque part la donnée. Donc là, c'est la même analogie qu'on a avec Couchbase qui aujourd'hui fait la persistance et Elasticsearch qui indexe ces données persistées. Dans ce cas-là, il faut vraiment voir Couchbase comme la persistance et le moteur d'indexation que vous avez dans votre base relationnelle que vous ne voyez pas aujourd'hui, mais qui existe et qui duplique une partie de l'information, là est complètement délégué à Elasticsearch. Et par le plugin, c'est pas à vous de gérer la synchronisation. C'est-à-dire que on l'a vu, lorsque j'ai rajouté des enregistrements, modifié les enregistrements, ça a été automatiquement mis à jour dans l'index d'Elasticsearch. Mais il y a une grosse partie, c'est vrai, sur les systèmes distribués, que ce soit la base ou Elasticsearch, où on considère que le disque n'est pas cher. Les machines ne sont pas chères parce que c'est des petites machines, et on les multiplie. Et on accepte de dupliquer l'information, et on la duplique à plusieurs niveaux, puisque pour avoir de la haute disponibilité, tu répliques également tes données sur ton cluster. Vas-y. Alors Mongo a essayé de faire son propre moteur de recherche, déjà. La question c'est, est-ce qu'il existe le même mécanisme entre MongoDB et Elasticsearch? Alors je pense qu'il existe, je ne sais pas. Je ne suis pas le spécialiste de Mongo. Non, je pense que la question c'est, est-ce qu'on peut déverser en fait de l'information de MongoDB vers Elasticsearch en fait? Effectivement, il existe ce qu'on appelle une rivière dans Elasticsearch et le principe des rivières c'est qu'on déverse de l'information d'une source de données vers Elasticsearch. Cette rivière-là n'est pas développée par l'équipe Elasticsearch et on sait déjà qu'elle est un petit peu buggée et contre-performante aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est en train de la réécrire. C'est une autre contribution à un projet open source et en fait, c'est à l'extérieur du projet Elasticsearch, mais c'est un plugin. Parce que ce plugin qu'on a développé, en fait, c'est Couchbase qui l'a développé, mais avec l'équipe d'Elasticsearch. Et après, Mongo rajoute la recherche full text en interne. Personnellement, je pense qu'ils ont tout intérêt, en tout cas sur un projet, à utiliser Elasticsearch. On a vu la puissance de l'outil. Donc, il y avait quelqu'un. Sans doute, il va sans doute falloir protéger certaines... on répète la question. Pardon, oui, merci. Cette fois, c'est toi qui me le rappelle. Donc, Kibana, K-I-B-A-N-A,
C'est très joli, mais en termes de sécurité, on risque d'éteindre un Elasticsearch à distance. Effectivement, on peut sans doute injecter du code ici malveillant dans nos interfaces. Ça, en fait, la version de Kibana qu'on a montrée, c'est une version preview, elle n'est pas encore finie, donc il va falloir sans doute rajouter un petit peu de sécurité à tout ça. On peut même donner éventuellement trop de puissance à nos utilisateurs, puisqu'ils peuvent construire n'importe quel dashboard. Mais ça, il y a des possibilités aujourd'hui de limiter un petit peu ce que l'utilisateur va être capable de faire. Il y avait une autre question, dans le milieu. Alors, la question est est-ce qu'on peut modifier une ancienne colonne d'un coup? Alors, comme on l'a vu là, on est capable de rajouter la façon dont quand tu veux modifier une ancienne colonne, tu vas toi-même écrire le script pour aller travailler. La façon dont les gens travaillent beaucoup en orienté document, ils mettent des numéros de version dans leurs documents pour après, au fur et à mesure des évolutions des applis, pouvoir savoir quel impact ça va avoir. Ce qu'il faut garder en tête, en fait, c'est que souvent les applications vont gérer un très très gros volume d'informations et tu n'acceptes pas toutes ces informations la plupart du temps. Donc tu vas souvent mettre à jour et améliorer les nouvelles versions de ton application. Les anciens records, tu vas les mettre à jour uniquement si tu en as besoin, donc au moment où l'application y accède, plutôt que d'essayer de tout modifier. Mais il y a des cas où tu dois écrire toi-même la routine. C'est malheureusement fini pour le temps et les questions. Merci beaucoup de votre présence. Et puis, rejoignez-nous.